Vidéo qui risque d'être un peu plus longue qu'à l'accoutumée, mais le sujet est tout aussi important. Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology, souvenez-vous, qui avait été accusé par 8 femmes. Il y a eu un article de Mediapart énorme, il y a eu une émission de Mediapart énorme avec des témoignages assez bouleversants, assez incroyables, et Léo Grasset a totalement disparu des réseaux sociaux dans un silence radio total. Il revient dans une vidéo où il répond directement à Mediapart en l'accusant de grossir le trait, de déformer les propos, occulter de manière fortuite, par erreur ou par intérêt, pas mal de sujets qui déforment pas mal le contexte des extraits qui sont issus. Il revient sur les témoignages, bref, il donne son droit de réponse, ses argumentations, il démonte un peu l'accusation. Vous allez voir, c'est assez intéressant, il répond à pas mal de points. Il laisse sous le tapis quelques autres points qui pourtant, moi, m'auraient vraiment intéressé aussi. Mais quoi qu'il en soit, sa réponse mérite le coup d'être entendue, elle est intéressante. Si vous avez rien compris de ce que je parlais, j'ai une playlist qui est dédiée à Léo Grasset Dirty Biology, n'hésitez pas. Il y a déjà 6 vidéos sur cette histoire, c'est quand même une histoire assez incroyable, une des plus grosses accusations dans le milieu vidéaste où on n'était pas dans simplement des accusations, on va dire, de viewers ou d'abonnés, ce genre de choses, mais vraiment entre vidéastes. Donc c'était un niveau différent de ce qu'on avait l'habitude jusqu'à maintenant, qui était assez incroyable. Et donc la dernière, c'était Léo Grasset, une plainte officiellement déposée par Clotilde Chamussi, et on va voir un extrait de cette vidéo au fur et à mesure du visionnage de la réponse de Dirty Biology. Dirty Biology a sorti une vidéo donc le 19 novembre dernier, comme vous pouvez le voir il y a 21 minutes. Cette vidéo n'est pas un épisode de vulgarisation, c'est une réponse à un article paru à mon sujet sur Mediapart. Elle a pour but de montrer la démarche de l'article, ses erreurs et de donner ma version des faits. Trigger warning. Et donc il commence directement, mon casque, par le début de la vidéo. Alors ça va être un peu long parce qu'il faut lui laisser le temps de parler évidemment et de s'expliquer. Bonjour à toutes et tous. Ah, alors Le 23 juin, ça sort pas dans mon casque. Déjà, je commence par là. Merci d'avoir patienté, Léo. Mediapart a sorti un article à mon sujet dont le titre est « Star de YouTube, Léo Grasset est mise en cause par plusieurs femmes ». Le journal a par la suite publié un live sur YouTube présentant en vidéo les témoignages de quelques personnes qui ont participé à l'article et d'autres parutions médiatiques ont relayé le contenu du papier. Les accusations sont... Alors, pour ceux qui ont suivi, vous avez vu la qualité de production de la vidéo, il est dans la lumière, il y a un script, c'est écrit, c'est travaillé, sans trop de mise en avant, il est sur une forme unie. On est un peu plus loin que le jeune de la JL House là, qui a fait une réponse récemment sous forme de droit de réponse pour répondre à ces accusations, où c'était un peu plus compliqué. Sont très diverses. Si vous n'avez pas lu l'article, il en ressort que j'aurais une conception floue du consentement, des comportements toxiques variés avec les femmes, incluant le stalking, le lovebombing, la manipulation, allant jusqu'à une accusation de viol. Dans cette vidéo, je veux répondre à tout ça. J'ai une vie amoureuse parfois bordélique, et il m'arrive... Alors du coup, il n'a pas spécialement répondu à cette accusation de viol. Il m'arrive aussi de faire des blagues de gros beauf, mais cependant, l'article dresse un portrait de moi qui est malhonnête. Il construit un personnage toxique à coups d'insinuations et de citations tronquées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quels procédés sont utilisés et donner ma version des faits. Mais avant de commencer, une chose. J'ai bien conscience que cette vidéo sort très longtemps après le premier article. Internet a largement eu le temps de se passionner pour de nombreux autres dramas et l'intérêt public autour de tout ça est déjà bien descendu. Des personnes investies depuis des années dans le projet de la chaîne ou des connaissances diverses n'ont pas eu de nouvelles de ma part depuis des mois. Et pour ça, je suis sincèrement désolé. C'est juste que j'ai été forcé d'attendre. Depuis la parution de l'article, je suis accompagné par des conseillers juridiques, Maître Fares Edel et Maître Camille Loyer, qui m'ont suggéré d'être patient. Certains éléments sont d'ordre judiciaire, on va en reparler, et le temps de la justice est clairement beaucoup plus lent que celui des médias et bouge à un niveau géologique par rapport à Internet. Dans tous les cas, et malgré... Et ensuite, il revient... Alors évidemment, allez regarder la vidéo dans son intégralité, il y a pas mal de choses qu'on va zapper. C'est très important. Il parle du début des rumeurs à son sujet. Et le flou sur les noms, rien d'autre n'a été retouché. Ok, donc commençons.
Depuis environ 2 ans, j'entendais des rumeurs qui devenaient progressivement de plus en plus graves sur mon compte. Petit à petit, des youtubeurs, d'anciens collègues ou des connaissances que j'appréciais ont commencé à ne plus répondre à mes messages, des participations à différentes émissions et interviews se sont annulées brusquement, et un projet de podcast scientifique pour un diffuseur très populaire, dont le tournage était pourtant presque terminé, s'est débarrassé de moi sans autre forme de procès. Et aussi, ce qui est très intéressant dans sa vidéo, il met énormément d'extraits, de contextualisation, des messages. Alors tout est anonymisé évidemment, vu qu'il a été conseillé juridiquement. Ce qui est un peu dommage du coup, parce qu'il y a pas mal de messages après qu'on va lire de youtubeurs, et il a juste écrit youtubeur 1, 2, 3, 4. On aurait aimé savoir un peu plus en détail. Dès que les rumeurs ont atteint les oreilles de la marque. En décembre 2021, les rumeurs se sont précisées et évoquaient une enquête qui allait sortir dans un grand journal, et 6-7 mois plus tard, donc fin juin 2022, j'ai reçu un mail de 2 journalistes qui me demandaient de répondre à une série de questions dans un entretien filmé. Au départ, j'avais aucune raison de leur dire non et je me sentais enfin libéré du poids des rumeurs. J'allais enfin pouvoir donner ma version des faits. Et après tout, je fais confiance aux journalistes. Cependant, j'avais à peine envoyé un mail en leur disant que j'étais d'accord que Camille Loyer, une avocate avec qui je travaillais déjà pour des relectures de contrats sur la chaîne, m'a proposé d'attendre un peu et de voir avec un avocat spécialiste en droit pénal, Fares Edel. Ils m'ont très fortement conseillé de ne pas répondre en l'état aux questions des journalistes. Leurs arguments étaient très solides, et après tout, c'est eux les experts, donc j'ai décidé de suivre le conseil, comme l'indique effectivement l'article. Le mieux était d'attendre, et j'ai donc attendu, en préparant de mon côté une réponse point par point. Mon projet de départ était de reprendre chaque paragraphe et de les déconstruire ou de les contextualiser grâce à des captures d'écran. Comme ça, même sans me croire sur parole, il était possible de se faire une opinion sur la seule chose qui compte, les faits. Le problème, c'est que je ne suis pas un média et je ne profite pas de leur passe-droit juridique, et donc je ne peux pas identifier qui que ce soit dans des conversations privées sans m'exposer à des poursuites. J'ai donc dû réduire, donc faire une version plus courte, qui reprend quelques points importants de ce que j'avais prévu au départ. Il y aurait largement plus à raconter, évidemment, mais j'espère que ça fournira quand même une bonne idée de ce que j'avais prévu de faire à la base. L'article commence en établissant le décor d'une relation que j'aurais entretenue avec une youtubeuse de vulgarisation. L'article suggère que nous avons eu une forme de relation romantique. Alors tout ça, on l'a vu en détail dans les précédentes vidéos, donc on va pas revenir dessus en détail. Chaotique, en pointillé, mais ça n'a jamais vraiment été le cas. Quand on s'est vu pour la première fois en 2015, d'ailleurs avant l'été, j'ai compris que Lisa était amoureuse de moi et c'était pas réciproque. On n'a jamais reparlé de sentiments ensuite. À l'été 2016, on s'est revus 2-3 fois, donc c'était clairement pas une ex, comme l'article le mentionne plus tard, et il n'y avait aucune forme d'engagement. Du coup, si c'est pas une ex, c'était quoi? C'était juste un plan cul en fait. C'est vraiment très particulier d'apprendre que cette personne était une ex dans un article Mediapart. L'article relate ensuite l'accusation de viol en décrivant la soirée telle que s'en souviendrait la témoignante. La description est très explicite, donc si vous ne sentez pas de la lire, ne vous forcez pas. C'est extrêmement important que ce soit dit tout de suite, mais je nie catégoriquement cette accusation. Je ne reconnais absolument pas cette description des événements, qui ne correspond pas non plus à ma façon d'être dans les rapports sexuels. Ma vision du sexe est fondée sur le respect et la recherche du plaisir de l'autre. La violence n'a aucune place dans l'acte. Faire attention à l'autre est quelque chose de très important pour moi. Ma sexualité, c'est littéralement créé autour de ça. Et du coup, là, j'ai pas compris, c'est ok, il nie, mais donc l'extrait, c'est ça, hein. Fin juillet 2016, ils doivent se retrouver à Paris le soir du rendez-vous. Comme en attestent les messages qu'ils échangent ce soir-là, ils traînent avec des amis et il est dépité finalement vers 1h30, le jeune homme leur rejoint. Et il n'y a pas la suite. T'aurais pu mettre la suite que vous retrouverez dans la vidéo où c'était vraiment violent et du coup, elle l'accuse de viol en fait. Mais vraiment avec violence. Alors, qu'ils ne se reconnaissent pas là-dedans, est-ce que ça veut dire qu'ils nient tout et que c'est faux, ou c'est juste qu'ils se reconnaissent pas et que... Enfin, c'est assez bizarre. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils développent un peu plus de ce côté-là. Ce que je pourrais imaginer, même si c'est sans doute frustrant pour vous, et que ça l'est très clairement pour moi. La suite de l'article détaille comment j'aurais, je cite, « réussi à créer une bulle et à l'évincer du monde des créateurs YouTube ». Un sentiment qui est d'ailleurs partagé par différentes personnes interrogées, qui estiment donc que j'ai une énorme responsabilité dans son exclusion de ce milieu professionnel entre 2015 et 2019. Soyons clairs, ce passage entier est lunaire. Beaucoup des conversations de l'époque ont disparu, mais j'ai quand même retrouvé plusieurs choses qui serviront d'éléments de contexte. Comme vous allez le voir, de nombreuses personnes interrogées dans l'article avaient leur propre récrimination contre elles, et c'était des choses avec lesquelles je n'avais rien à voir, qui se passaient sans moi et qui sont parfois allées beaucoup trop loin. Voici par exemple le premier message d'une conversation de groupe qui date de 2018, créée par l'une des vidéastes qui témoigne dans l'article.
Et ça, on va le lire. Du coup, la youtubeuse en question dit « Salut tout le monde, je reviens vers vous. Encore désolé pour cette histoire de plagiat. J'ai préparé un texte pour un thread Twitter et je pense que je le mettrai sur... » Fob? C'est quoi Fob? Attends, faut que je zoome parce que mes yeux ils commencent à être petits. Sur Facebook, ça doit être ça. Sur Facebook aussi, mais une amie extérieure à YouTube qui a bossé dans la com politique, etc. m'a vraiment mise en garde en me disant que ça faisait trop acharnement. Avec l'aide de mes potes doctorants, j'ai donc refait une version beaucoup plus soft par rapport à celle que j'ai montrée à certains d'entre vous déjà, pour éviter cet effet en gardant aussi les cartouches du côté pour répondre. Pour info, je suis toujours sans réponse de Lisa, donc c'est le prénom qui a été adjoint sur la youtubeuse qui a témoigné contre Léo mais qui n'a pas donné sa véritable identité, elle a témoigné de manière anonyme, qui est une youtubeuse vulgarisatrice de plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Depuis que je lui ai montré le témoignage détaillé le 8 mai, je la relancerai avant de poster, on verra en fonction de sa réaction. Vous êtes des gens en qui j'ai confiance, j'aimerais avoir votre avis si vous avez le temps de me le donner, et des gens d'internet, youtubeurs convention, les blablabla, Léo, vous êtes mentionné dans le texte que j'ai déjà méga adouci, pour ceux qui l'avaient déjà lu. Il manque un élément important, j'ai contacté une des journalistes qui a écrit qu'elle était doctorante en lui expliquant le problème. Évidemment, elle veut corriger son article et elle essaie d'appeler la fac depuis mercredi, mais avec les blocages, elle n'a pas de réponse. Je suis sûr à 99,9999% que Lisa est qu'en licence, mais je sais pas si c'est une L1, une L2 ou une L3. Et j'ai besoin d'assurer un max cette info. En fonction de ça, mon texte risque de bouger. Je pourrais pas l'accuser aussi frontalement sur son statut si j'ai pas de confirmation. En gros, est-ce qu'elle a plagié un sujet et est-ce qu'elle est vraiment diplômée de ce qu'elle raconte? En gros, il cherche à faire une Aberkan. Je suis dans une période... Quoique Aberkan a eu ses diplômes, mais ça c'est encore un autre débat. Je suis dans une période difficile où je me sens pas bien et j'ai du mal à savoir comment agir. L'idée de laisser passer ça et ne rien faire me met encore plus mal. Je pense que je vais publier un truc, mais d'une part, j'ai peur du côté acharnement, même si je préfère aussi prendre les devants sur certains trucs qu'elle pourrait sortir ensuite et qui risqueraient de décrédibiliser ma démarche. Pour d'autres encore, j'ai des réponses toutes prêtes si elle va sur ces terrains. Vous qui, pour beaucoup, connaissez Lisa et les procédés qui sont les siens, ainsi que les fonctionnements des réseaux sociaux, j'apprécierais votre avis si vous avez le temps. Ensuite, pour ceux qui sont concernés de près, j'ai besoin de savoir si vous me suivez ou non. Et les autres aussi, si vous en avez envie, est-ce que vous êtes bien prêt à apporter votre témoignage quand je le mobilise dans le texte et ou à simplement retweet. Si vous ne le voulez pas, aucun problème. Par contre, dites-le moi très franchement, parce que aller toute seule au front jouera clairement sur ma décision. En gros, il prépare un dossier contre Lisa. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez lire tout ça, mais en résumé, elle avait invité de nombreux créateurs sur YouTube et diverses personnalités d'Internet dans une conversation Facebook. Dès le premier message, elle explique rechercher des conseils et du soutien de collègues dans le cadre d'un conflit avec la personne qui témoigne sous le pseudonyme de Lisa dans l'article Mediapart. Elle reprochait alors plusieurs choses à cette dernière. Elle aurait potentiellement plagié une conférence de la vidéaste en question, elle mentirait sur ses diplômes réels et elle aurait des procédés qui sont les siens, quoi que ça veuille dire. Rapidement, d'autres youtubeurs et youtubeuses de vulgarisation, d'ailleurs également présents comme témoins dans l'article Mediapart, en profitent pour abonder dans son sens et partager leur... Et là, on a plein de... J'ai envie d'éternuer. On a plein de messages et on a... Je suis désolé, attends, ça vient. Pardon. C'est venu. Et donc il y a plein de messages, donc youtubeur 1, coucou, bah même si tu as raison sur le fond, je te suis, ça va tourner au vinaigre, si tu veux me tag, mais youtubeur 1, sinon c'est un pauvre gars qui recevra les spams. De mon côté, j'ai pas envie de remuer la merde, je ne te le cache pas, elle ne vaut pas la peine, je préfère juste continuer de la déconseiller à tous mes clients et relations, c'est plus significatif pour moi et impactant à long terme, je pense. C'est la Aberkan de la vulgarisation. C'est une bonne tricheuse. Parce qu'elle a l'habitude de mentir, nous on peut aussi lui casser sa réputation auprès des institutions. Enfin, ça montre juste qu'elle n'a pas de race, qu'elle participe au pillage intellectuel et qu'elle invisibilise les producteurs de savoir. Donc les imposteurs c'est sympa, mais ils participent à tout ce qui ne va pas dans la société. Leur propre vision d'elle. Et puis blablabla, ça va dans ce sens. Cette autre personne insiste. Une fois de plus, elle en sort. Il reste son imposture sur sa formation et ses habitudes à censurer les critiques sur les réseaux. Et il y a surtout, je crois, que plus personne ici ne se privera de dire du mal qu'on pense de ses méthodes à tous ceux qui ont
un peu de pouvoir sur le destin des vidéastes. Et ça date de 2018. Sur le fait qu'elle ment sur ses études. Celui-ci parle de tricheuse et manipulatrice qui saurait se victimiser. Celui-là parle d'imposture et rappelle qu'elle... Celle-là, elle est balèze. Hein. Ça me fait autant vomir que toi qu'on doit venir tenir un conseil de guerre pour une tricheuse manipulatrice. C'est pas ce message. C'est ça. Nous, quand on a essayé, ça a chié parce qu'on était seul et qu'elle sait se victimiser. Se victimiser. Celui-là parle d'imposture et rappelle qu'elle a des méthodes. Beaucoup lui reprochaient ses arrangements avec la réalité sur des sujets aussi variés que son âge, ses études, son contrôle des commentaires pour éviter les critiques, et ainsi de suite. Certains expliquent dans la conversation qu'ils ont eu leurs propres ennuis avec Lisa, comme ce youtubeur qui raconte un conflit qu'il a eu. J'ai testé le terrain froid et scientifique, elle m'a battu. Sur page Facebook, tu fais comme tu veux, mais si tu ne veux pas prendre garde à cet aspect-là, la réaction des gens risque de te faire tout drôle. Moi, ça m'a scotché quand ça m'est arrivé. Avec elle, qui s'était Mais encore une fois, on a essayé de jouer réglo. Et on a perdu. Nous, quand on a essayé, ça a chié parce qu'on était seul et qu'elle sait se victimiser. Apparemment fini à son désavantage. Il y a donc eu toutes sortes de conflits interpersonnels de ce type entre Lisa et des vidéastes pour des raisons qui étaient complètement indépendantes de mon existence et qui ne me concernaient pas du tout, en fait. Bien sûr, je faisais partie de cet univers. J'avais par exemple lancé quelques années plus tôt une discussion sur le plagiat dans un groupe privé de vidéastes. Hello tous, je viens lancer une discussion, pas un lâchage SVP sur le plagiat dans le monde des vidéastes. On se connaît, on est relativement peu nombreux, on s'aime bien et on s'influence beaucoup, les uns les autres. Perso, j'ai tout volé à... C'est donc normal que l'on s'inspire des autres, la création après tout, c'est surtout piquer une bonne idée, plus la remixer. Aujourd'hui, je suis tombé sur la première minute de la dernière vidéo de nom de la chaîne de Lisa, qui est une repompe totale de la chaîne de youtubeuse, pas de remix, ça va juste récupérer les expressions faciales pour l'occasion. Un truc qui est pourtant assez personnel. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Où sont les limites entre l'inspiration et le vol d'identité graphique et de réalisation? Est-ce que le plagiat vous embête? Est-ce que vous vous en battez les gonades? Est-ce que vous avez déjà vécu une situation similaire d'un côté ou de l'autre? Vous avez 7 heures, les calculatrices sont interdites. Son message est assez intéressant, mine de rien. En prenant comme exemple une vidéo de Lisa qui ressemblait très fortement à une vidéo d'une autre vidéaste, qui témoigne dans l'article Mediapart. Les réponses à cette discussion avaient été intéressantes, globalement respectueuses, mais aussi très éclairantes sur la réputation de Lisa dans ce milieu. C'est me donner beaucoup de crédit et priver des adultes brillants d'une grande partie de leur libre arbitre que de résumer tout ça sous l'explication assez facile que si Lisa était mise à part de ce tout petit univers de la vulgarisation scientifique pendant des longues années, c'était parce que je la maintenais activement à l'écart, moi tout seul. Beaucoup de ces personnes avaient leur propre conflit avec elle, et d'ailleurs, pour certains, la situation est passée d'une indifférence lointaine à une hostilité franchement déclarée. Dans la conversation de groupe de 2018 que je mentionnais précédemment, on apprend par exemple que la personne concernée avait pris... Je reviens vers vous, encore désolé pour cette histoire de plagiat, j'ai préparé un texte pour un thread Twitter et je pense que je le mettrai sur Facebook aussi, mais une amie extérieure à YouTube qui a bossé dans leur com politique et m'a... Ah oui, c'est le message qu'on a mis tout à l'heure, et m'a mis en garde en me disant que ça faisait beaucoup trop d'acharnement. L'initiative de préparer un thread sur Twitter. Parce que dénoncer des plagiats, tu vois, si tu le fais 2 fois, c'est de l'acharnement. Un texte sur Facebook, et qu'elle voulait détruire sa relation au partenaire. Mais en tout cas, je m'en fous de ses abonnés. C'est et compagnie, et je veux aller taper là. J'ai des chercheurs qui me suivent par exemple, et alerter l'attention des conventions aussi. Même les spectateurs, ils vont avoir un genre de doute. Et j'ai tellement d'autres trucs à dégainer. Institutionnel. Plus loin, ils expliquent que l'écriture... Il me semble que la piste du journaliste avait été envisagée, la première envisagée, mais souvent, ces articles interviennent après la shitstorm pour surfer dessus plutôt qu'en amont. La piste du journal, c'était en effet... @journaliste, qui avait proposé de faire un article, mais comme il n'y a pas d'autres traces de ces témoignages, c'est pas suffisant. Un article dans la presse par un ami journaliste avait également été envisagé avant d'être abandonné faute de matière. Ce journaliste témoigne également dans l'article Mediapart d'ailleurs. Bref, c'était une campagne de dénigrement public en bonne et due forme qui se préparait avec organisée contre Léo Grasset. Le soutien actif de journalistes. Nous, on peut aussi lui casser la réputation auprès des institutions. Une fois de plus, elle s'en sort. Ah non, je raconte des conneries, il parle de Lisa. Une fois de plus, elle s'en sort, il reste son imposture sur sa formation, ses habitudes de censure et des critiques réseau. Donc ça, c'est le message qu'on veut. Il faut la décrédibiliser du côté professionnel, institution, université, et moins compter sur les conséquences que cela pourra avoir chez ses abonnés, fixer un cadre et rappeler les limites à ne pas franchir comme plagiat et ce genre de choses. Et donc, par contre, comme Léo Grasset le dit, ces journalistes et ces youtubeurs ont fait front commun contre Léo Grasset dans l'article de Mediapart. Et de quelques vulgarisateurs. Ce qui est assez fou, mine de rien.
Tout le truc était monté en épingle, avec d'un côté la production de témoignages signés par Lisa, répondus par des accusations de falsification de témoignages, sans compter quelques retouches photos franchement abjectes, dont certaines personnes se souviendront et que je ne mettrai pas ici parce que ce serait le ban définitif de ma chaîne. Sans toute cette remise en contexte, il ressort de ce segment de l'article l'impression que j'avais conspiré dans l'ombre pour lui nuire. Une entreprise de décrédibilisation, comme l'indique le sous-titre, motivée par le fait que je lui en voulais tout particulièrement et que j'ai tenté de couler sa carrière. Avec la remise en contexte, on peut admettre que si j'ai pas fait grand chose pour l'aider, je n'ai pas non plus particulièrement dépensé d'énergie pour dégrader son travail et sa réputation, et certainement moins que d'autres. Beaucoup moins que d'autres apparemment. Perso, j'ai jamais contacté de journaliste pour qu'il fasse un papier sur elle dans la presse. Réalisez juste à quel point cette accusation est absurde. Si des youtubeurs célèbres pour leur érudition passaient leur soirée à imaginer des plans pour la détruire publiquement, qu'ils ne l'invitaient pas aux gros événements qu'ils organisaient, qu'ils se prenaient le chou avec elle pour des histoires de plagiat, de sources ou de je sais même plus quoi, ce serait parce que moi, tout seul, j'aurais inspiré tous ces gens à le faire. Incroyable conspirateur que je suis. Semblerait que plusieurs d'entre eux aient fini par se réconcilier avec cette personne, ce qui est une bonne nouvelle, et d'ailleurs, cette ambiance stérile et anxiogène avait également fini par m'affecter. J'ai donc recontacté Lisa en 2019 pour enterrer la hache de guerre, passer à autre chose et apaiser ma part de responsabilité dans la tension entre ces vidéastes, qui sont, pour la plupart, témoins dans l'article Mediapart. On en vient donc à ce qui est suggéré comme un message d'excuse de viol. Les journalistes de Mediapart semblent insinuer ici un lien entre un message d'excuse et l'accusation de viol mentionnée en début d'article, qui aurait eu lieu lors de la soirée de juillet 2016. À ce stade de la lecture, on a encore évidemment en tête l'accusation extrêmement grave, et ce que suggère l'article, c'est que j'aurais donc fait cette prise de contact pour m'excuser d'un viol. Cependant, les journalistes de Mediapart ont étrangement tronqué le message original, dont voici la capture d'écran. Et donc le message original, c'est « Yo-yo, je viens de mater ta vidéo de sujet de vidéo, elle est franchement nickel, je sais que... ont aidé, c'est vraiment bien. Le fait que tu sois autocritique de ton ancien format sur le thème, en montrant visuellement celui de l'ancienne vidéo en plus, et le message sur le fait qu'on pouvait tous se planter m'amène à un truc. Bon, il est tout à fait possible que tu t'en cognes royalement de ce que je vais écrire, mais au moins je l'aurais fait, au moins pour moi. Je veux profiter de ce message pour m'excuser. Déjà, j'aime pas trop l'idée de passer ma vie avec des tensions non résolues, et en plus je pense que c'est juste normal de ma part de le faire. J'ai pas été correct avec toi quand on s'est revu en 2016, même si c'était no string attached. C'est quoi la rêve de ce... Je sais pas. Ça n'aurait pas coûté grand-chose de communiquer plus. En plus, connaissant le reste de notre histoire, j'estime que ça me revenait un peu de poser le truc à plat très clairement. Mais bon, je l'ai pas fait. Bon, c'était une période particulièrement bordélique de la vie, et ça va mieux maintenant, mais ça n'excuse rien. Je mentionnerai pas les trucs merdiques qui ont suivi, les dramas sur YouTube, les histoires avec on sait pas qui, etc. L'idée est vraiment de faire la paix avec tout ça et de ne plus garder de rancœur ou de froideur particulière. Une neutralité m'irait déjà pas mal. Dans tous les cas, je t'encourage carrément à continuer dans cette voie professionnelle. Voilà, c'est chelou à écrire et à lire j'imagine, mais au moins c'est fait. Les phrases manquantes précisent la raison même pour laquelle je voulais m'excuser. Même si, comme je le disais, notre relation était sans engagement, le fait de plus parler juste après une soirée passée ensemble me semblait avoir été un comportement nul de ma part, et je voulais m'excuser. Rajoutez à ça des mois et des années de tensions stériles dans le milieu professionnel, et vous comprendrez que j'avais une très bonne raison de vouloir apaiser ces tensions pour vivre mieux, tout bêtement. Bref, j'avais l'impression de l'avoir déçu sur ses attentes. J'étais venu, on avait couché ensemble, il n'y avait pas eu de suite, pas de message ou quoi que ce soit, et je me doutais que cette absence de communication, du coup, c'est ça, le ajoutée à l'ambiance attaché particulièrement toxique de YouTube, avait dû avoir un impact, et on n'avait jamais crevé cet abcès-là. J'ai donc fait ce pas en avant, et on s'est effectivement retrouvés autour d'un café. À ma surprise, elle a évoqué la souffrance psychologique liée à cette soirée 3 ans plus tard. Contrairement à ce qu'indique l'article, j'ai pas admis la moindre violence sexuelle. J'étais plutôt extrêmement surpris. Je me souviens d'une conversation très étrange, ce qui est pas si étonnant vu que l'idée était de poser à plat un maximum de tension. Je me souviens avoir aussi suspecté qu'elle m'ait enregistré à ce moment-là et lui avoir demandé si elle était en train de le faire. Et j'exclus pas du tout qu'un enregistrement puisse sortir un jour. Elle avait l'air vraiment affectée et nerveuse, et je me souviens très clairement m'être excusé d'avoir généré de telles émotions négatives en elle. C'était la seule chose à faire, de toute façon. Et la conversation s'est finie de façon apaisée, à la fois sur place, puis par message. Comme je l'avais raconté à l'époque à l'une des vidéastes, qui témoigne dans l'article Mediapart, j'avais vraiment l'impression que ça avait été utile, que la conversation s'était bien terminée, et elle m'avait même surpris en racontant à la fin des détails de sa vie sexuelle, donc tout me semblait apaisé. Ce sont les derniers échanges que j'ai eus avec Lisa.
Le fait que l'article omette une partie quand même assez importante de mon message a deux explications possibles. Soit les journalistes n'ont pas eu accès à l'ensemble du message, et à un élément de contexte plutôt important puisque son interprétation en dépend, soit les journalistes l'ont eu, mais ne l'ont pas mis, ce qui leur permettait d'offrir une interprétation qui colle mieux avec le personnage construit dans le reste de l'article. D'autres citations de l'article sont aussi tronquées, d'ailleurs. Par exemple, celle-ci, qui révèle que je suis parfois somnambule. Alors, j'ai pas la citation complète, parce que j'ai supprimé la conversation il y a des années, à la demande de la concernée, qui ne l'a apparemment pas fait en retour. Donc je peux pas vous dire ce qu'il y a entre les crochets. En revanche, c'est un élément intéressant de l'article, qui éclaire sur son fonctionnement. Je fais effectivement parfois du somnambulisme sexuel. C'est assez rare, et les quelques personnes qui ont pu l'observer sont des gens avec qui je dors souvent, et qui sont donc mis au courant. La sexsomnie n'est pas violente, puisque je dors. D'ailleurs, La aucun sexsomnie n'est pas violente parce qu'il dort. témoignage négatif n'est associé à ça dans l'article. Mais du coup, s'il dort, il peut pas savoir s'il est violent ou pas. C'est juste lâché comme ça, en laissant au lecteur le soin d'en tirer les conclusions qu'il veut. Ce qui est littéralement la définition d'une insinuation. Après, je suis pas du tout un médecin. Il y a des gens qui souffrent de sexsomnie qui regardent cette vidéo. C'est quand même vachement rare comme maladie. Les journalistes n'ont pas mentionné que je parlais en dormant, ce qui est le cas, ou que j'éternuais Ensuite, à 15, il parle de... Oui, stigmatiser les femmes. Certaines sont aussi prises à l'envers. Vers la fin de l'article, un vidéaste mentionne par exemple une discussion qu'on a eue par message. Voilà la citation d'origine, dans laquelle on comprend que parmi mes torts, je reconnais avoir slut-shamé des femmes, en plus d'avoir fait de la vraie merde. Voilà pourtant la citation complète. Et là, on a la citation complète. Donc, on part de ça, qui est donc choqué par les confidences de Manon Bril, Romain Monté de la chaîne Linguistica et raconte avoir confronté Léo Grasset sur Messenger en avril 2020. Franchement, Léo, what the fuck, aussi ton comportement avec les meufs, non, écrit Romain. Réponse, j'ai clairement des torts. Il y a peu de slut-shaming, stigmatisation du comportement sexuel de certaines femmes. Là-dedans, effectivement, un peu de vraie merde que j'ai faite ici et là, du storytelling. En plus d'avoir fait de la vraie merde. Et donc, dans le contexte, c'est bah t'inquiète, il y a un peu de slut-shaming là-dedans, effectivement, un peu de vraie merde que j'ai faite ici et là et du storytelling, mais bon, comme je disais, de mon côté, je suis vraiment pas à vivre ces bails. Mes questions de confinement, c'est pas vraiment principalement relié au truc de... Pourquoi il y a un truc de fou, c'est que pourquoi en privé, ils écrivent tous comme si c'était des ados de 13 ans au bout d'un moment? Ah! C'est des adultes, vulgarisateurs, 30, quarantenaires, qui ont une espèce de cerveau et tout, qui cherchent à faire des trucs un peu cool, et dès qu'ils te foutent des extraits de MP qui s'envoient, c'est en mode texto qui coulole. C'est un truc de ouf! Écrivez pareil! Je sais pas, moi j'écris pareil en... Ouais, c'est un enfer. C'est un enfer à lire. Comme je disais, de mon côté, je suis vraiment pas à vivre ces bails, mes questions de confinement, c'est pas vraiment principalement relié au truc de machin. Je suis assez certain que ça va jouer à ma réputation tôt. Être un fuckboy, tout ça. Mais bon, la réputation. J'avoue que ça m'intéresse un peu. Au pire, ça filtrera les gens capables de prendre de la distance avec des bails. De ma perspective et des infos que j'ai, honnêtement, ça m'a l'air que tu es un fuckboy, c'est certain. Je vais pas te dire le contraire. Je disais ça de façon sarcastique, hein, mais bon, lol. Contresens complet. Je voulais signifier qu'on me jugeait sûrement sur le nombre de mes relations sexuelles, d'où la mention du fait que j'étais perçu comme un fuckboy, ce qui est, à mes yeux, une forme de slut-shaming. Je parlais pas d'autres femmes, je parlais de moi. Comme je le disais en début de vidéo, je pourrais pas répondre paragraphe par paragraphe comme je l'avais prévu initialement. C'est le problème de la loi de Brandolini. Ça prend plus de temps et d'énergie de répondre à des erreurs que de les émettre. Mais il me semble important de comprendre à quel point les citations utilisées dans l'article peuvent manquer d'un contexte qui, parfois, change leur sens et qui, à minima, change leur impact. Prenez cette citation, par exemple. À un ami, Léo écrit que sur YouTube, toutes les meufs mignonnes ou bonnes, même, hop, elles sont niquées de la tête, ou en dépression à cause de moi. J'ai retrouvé la discussion complète dans laquelle je faisais une présentation du... Et donc la discussion complète, c'est donc Léo Grasset qui dit « Toutes les meufs mignonnes ou bonnes, même, hop, elles sont niquées de la tête, gros. C'est ouf. Ou en dépression, à cause de moi. Oups. » Le youtubeur répond « Moi qui pensais que ça sniffait de la coke entre les seins des journalistes Combini, très décevant comme milieu. Ah bah j'aimerais. » Donc pour moi, le youtubeur en question, il est dans le même délire un peu humoristico-sarcastique, on va dire. Mais il n'y a que Léo qui se fait taper sur les doigts pour avoir tenu ce genre de propos. Mais du coup, qui est le youtubeur derrière? Du monde de YouTube à une personne qui faisait ses premiers pas en tant que créateur, et c'était évidemment satirique, comme on peut le voir de façon assez évidente. Nos conversations entières, en fait.
Mais c'est surtout des mecs angoissés de la life qui ont du mal à te fixer dans les yeux because introversion level epic hardcore. Genre, machin, c'est ouf. Tu te dis, ouais, machin, ça m'a fait un peu peur. Donc Léo reprend, gros, tu pourrais littéralement soulever de la daronne au petit déjeuner et te taper leur fille le soir. Et au lieu de ça, il rend un psy très riche. C'est basé dans ce style. Tous les traits sont exagérés, rien n'est à prendre au mot. Bref, c'est encore un truc dit au 4e degré. En coupant aux bons endroits, c'est utilisé de façon littérale pour solidifier le personnage. D'autres méthodes sont utilisées ici et là. Prenons par exemple ce passage. D'après ces récits, Léo Grasset, qui n'a pas souhaité répondre, serait coutumier de relations virtuelles très intenses. Les journalistes semblent suggérer ici que j'esquive ce point en particulier, mais comme je l'indiquais en début de vidéo, j'ai tout simplement pas répondu à leur demande d'entretien, tout court, et ce sur le conseil de mes avocats. Pourtant, on retrouve cette formulation pas moins de 5 fois dans l'article et dans l'entête, et elle a pour effet d'insinuer que, à chaque fois, j'esquive des questions qui seraient particulièrement gênantes pour moi. Ce qui donne énormément de force à la déclaration qui précède, évidemment, puisqu'elle taperait juste très utile pour suggérer un aveu de culpabilité, peut-être. En tout cas, le fait de le répéter une fois toutes les 2 pages instrumentalise ma volonté de ne pas répondre à leurs questions. Un autre aspect de l'article qui mérite d'être mentionné, je pense, est l'utilisation fréquente de citations d'experts, qui semblent établir un diagnostic. D'après ces récits, Léo Grasset, qui n'a pas souhaité répondre encore, serait coutumier de relations virtuelles très intenses, passant par l'envoi de très nombreux messages sur une courte période. Ce que les anglo-saxons appellent le love bombing, c'est-à-dire le bombardement d'amour, qui peut créer une dépendance affective très forte, et submerger d'émotions celui ou celle qui les reçoit, indiquent les travaux de Gwénola Sueur et Pierre-Guillaume Prigent, spécialiste des violences conjugales. On retrouve le nom de ces 2 spécialistes à 3 reprises dans l'article, les 2 autres fois mentionnant le gaslighting et le stalking, bien qu'ici, ils ne se prononcent pas sur ce cas précis. Mais on va quand même parler de track, histoire de suggérer à quel point il est dangereux. Aux US, la règle Goldwater stipule que les psychiatres ne peuvent pas donner un avis professionnel sur une personne qu'ils n'ont pas examinée eux-mêmes et dont ils n'ont pas obtenu le consentement, ce qui semble plutôt prudent comme approche. Ces 2 personnes ne sont certes pas médecins, ils sont sociologues, mais l'idée reste la même. Personne ne peut vraiment déterminer quoi que ce soit sur la psyché de qui que ce soit sans faire un vrai travail de psy, et inclure ces experts dans l'article me semble surtout une façon d'établir un argument d'autorité, pour marteler une idée comme « Regardez, même ces professionnels disent qu'il est vrillé ». Mais surtout, ces experts permettent des glissements entre « il avait des comportements qui ont rendu ces personnes tristes ou les ont fait souffrir » à « ces comportements sont de la manipulation et c'est du ressort de la psychiatrie ». Et à 19, il parle de Mediapart et du fameux paywall. Moi, quand j'avais fait la vidéo sur toute cette histoire, j'avais dit l'article de Mediapart, l'affaire est monumentale, et Mediapart le cache derrière un paywall. Et on a juste l'entête de quelques lignes, et on n'a rien derrière. C'est problématique pour se faire une idée sur toute la situation, le contexte. Un point central est que l'article joue sur le fait qu'il y a 8 témoignages, en mettant principalement en avant le premier, qui est une accusation de viol. Comme le journal fonctionne sur un abonnement payant, une très grande majorité des personnes ont surtout eu accès à l'entête, qui ne distinguait que très vaguement ces accusations. Et comme l'a mentionné un article publié sur le blog de Mediapart d'ailleurs, les gens lisent surtout les titres et commentent ensuite très rapidement. Pas de surprise donc à ce qu'on trouve un peu partout sur internet des commentaires insinuant que j'aurais violé 8 personnes. La vidéo, accessible librement, a sans doute offert plus de détails, mais tout le monde n'a pas autant de temps à y consacrer. Or, et ça on l'a traité aussi cette vidéo. Les 7 autres témoignages sont de nature complètement différente. L'un d'entre eux est celui d'Émilie, une fille avec qui j'ai eu une relation courte, qui s'est terminée de façon décevante pour elle, mais aussi pour moi. On aurait clairement pu s'éviter cette déception, dans laquelle je prends volontiers ma part de responsabilité, c'est clair. Un autre témoignage décrit une relation par message en dents de scie. Un autre encore décrit des échanges par message, suivis d'une soirée ensemble, puis rien. Bref, ça l'a pas fait pour moi, j'étais pas disponible dans ma tête, et je m'en suis excusé d'ailleurs auprès d'elle. Hello, oui, désolé, j'ai clairement pas été à la hauteur de tes attentes. La réalité, c'est que j'ai un peu le temps pour personne et que j'ai diminué fortement la communication en général. C'est rarement le genre de truc dont on prévient à l'avance, d'où le silence. J'espère que ça va dans ta vie. Ces histoires ont généré des ressentis très négatifs, et je m'en excuse. Cependant, il y a une confusion des genres énorme entre la première accusation et celle-ci, en particulier dans un en-tête qui les regroupe tout ensemble sous une forme condensée qui est plus facile à partager et à retenir. Est-ce que c'est une stratégie volontaire ou non de la part des journalistes? Je ne peux pas me prononcer, mais dans tous les cas, l'effet vicieux est là. L'article utilise évidemment cette avalanche de témoignages pour raconter un tout cohérent sur ma relation avec les femmes et appuyer la véracité de l'accusation de viol du début. Un mec qui stalk, qui harcèle ou qui déçoit tout le monde semble plus crédible comme violeur que quelqu'un qui n'a pas tout ça.
qui vole un œuf, vole un bœuf, et ainsi de suite. C'est la même pente savonneuse que celle qui est suggérée par l'utilisation des citations d'experts. Et là, dans un deuxième temps, il va parler par rapport au Vortex. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant par rapport à Arte, par rapport au Vortex, par rapport à lui qui est co-créateur du Vortex. Tout autre domaine, la production de la série du Vortex est également évoquée dans l'article. J'ai effectivement co-créé cette série, qui est toujours diffusée sur la chaîne YouTube d'Arte, et après une relation difficile avec le diffuseur, j'ai décidé de partir après la première saison. Dans cette partie, le portrait dressé par les journalistes se décale du plan personnel vers le plan professionnel. Le producteur de la série, que j'avais d'ailleurs invité sur le projet quand on était en phase de conception avec la chaîne, déclare par exemple que c'était le premier et dernier tournage qu'il a fait avec moi. Une autre personne qui représente la chaîne va dans son sens en expliquant que mes comportements avaient même mené à une rupture de la collaboration. J'ai eu des expériences de taf très diverses, avec des gens très différents, certaines très cool et d'autres largement moins, et même si des collaborateurs qui ne s'entendent pas est toujours regrettable, le lien avec le reste de l'article est au mieux ténu. La démarche ici, qui consiste à insister sur à quel point je serais une personne horrible dans tous les domaines de ma vie, y compris professionnel, manque un tout petit peu de subtilité. Cette partie-là est évidemment hors sujet, mais bon, je veux quand même vous offrir un résumé, parce que pendant des années, j'avais évoqué à demi-mot pourquoi je ne retournerais pas dans cette série, donc c'est l'occasion d'offrir un petit éclairage. Et puis, vous êtes là pour avoir du potin, donc voici du potin. En 2018, dans un podcast que je tenais sur YouTube avec l'une des témoignantes de l'article d'ailleurs, j'ai critiqué un documentaire d'expédition produit par ce même diffuseur. J'avais participé à cette expédition et j'avais vu les méthodes de réalisation et observé le résultat que je trouvais symptomatique de la différence entre YouTube et la télé. Le rendu était plutôt décevant, vu leurs moyens, à mon avis, et le potentiel incroyable du sujet aussi. Et dans le podcast, j'ai lâché « c'est de la merde ». Pas hyper diplomate, on est d'accord, mais j'ai accompagné cette punchline d'arguments assez valides, à mon avis, sur les méthodes de production à la télévision et la perte de spontanéité que ça entraîne. Quelques jours ou semaines plus tard, j'ai reçu un mail venant de la direction du... Bonjour, qui travaille dans mon équipe m'a donné votre numéro de téléphone portable. J'ai essayé de vous contacter, je vous ai laissé un message pour vous proposer un rendez-vous à Arte début juin. Pourriez-vous s'il vous plaît me rappeler pour convenir de la date? Merci. Diffuseur qui me demandait un entretien dans son bureau à Paris. En très bref, je me suis pris un gros coup de pression et la direction m'a appris que j'avais le choix. Soit je m'excusais par mail à l'ensemble de la division qui était chargée de la production de ces documentaires télé, qui avait... Tout ça pour avoir dit juste, c'est de la merde. Ça ne correspond pas au code de YouTube, c'est des codes de télé c'est de la merde. J'ai très mal pris le podcast. Soit le Vortex, donc la série qui a été créée sur la chaîne d'Arte ensuite, disparaissait avant même d'exister. Alors, j'étais pas un salarié du diffuseur, j'étais juste un auteur indépendant qui leur proposait un contenu. Donc j'étais tenu à aucune règle de non-dénigrement ou autre. Et la division qui était vexée par ma punchline n'avait aucun rapport avec celle qui produisait le Vortex. Mais mes options étaient limitées et dans cette situation que d'aucuns appelleraient un chantage, j'ai fini par m'écraser dans un mail. Bonjour, je suis Léo Grasset, créateur de la chaîne Dirty Biology et je travaille actuellement sur le projet Le Vortex avec Arte. Il y a quelques mois, une vidéo YouTube versus la TV dans laquelle j'interviens a été mise en ligne sur la chaîne de YouTalks. Je tenais à offrir d'une part des excuses et d'autre part une mise en contexte pour comprendre cette vidéo. Le vocabulaire que j'ai employé était illégitime et je m'en excuse. Malgré certaines critiques, je pense important que j'ai émises concernant la lenteur du système télévisuel, je continue de vouloir faire des projets avec. C'est donc que celles-ci ne sont pas aussi virulentes que ce que mes mots maladroits peuvent laisser penser. La chaîne Le Vortex, en coproduction avec Arte, en est la dernière itération et devrait rassembler de nombreux acteurs majeurs de la vulgarisation au même endroit dans une mise en scène très neuve, en espérant que cette mise en contexte soit utile. Veuillez encore une fois accepter mes excuses pour les mots trop extrêmes concernant votre projet. Juste pour avoir dit, c'est de la merde? C'est tout? Je suis un peu léger quand même. Pour que le Vortex existe. Voilà donc l'origine du comportement non professionnel de dénigrement. Durant le tournage, j'ai eu la sensation que le diffuseur ne tenait pas sa promesse de carte blanche aux auteurs, et vu l'évolution de la relation, j'ai décidé de partir du projet après le tournage de la première saison, ce qui leur allait très bien d'ailleurs sur le moment. Quelques mois plus tard, lors de la diffusion du premier épisode, qui a bien marché, j'ai reçu un mail me signalant à quel point ils étaient très... Et donc là, Arte lui répond « Hello Léo, c'est donc le jour J, nous n'avons pas eu malheureusement l'occasion de nous parler depuis un long moment. Je pense par incompréhension et surtout pas mal de malentendus. J'espère que nous pourrons le faire de façon sereine dans un futur proche. Sache que je suis très contente d'avoir pu lancer ce projet chez Arte et cela grâce à toi. Bravo pour toutes les dernières vidéos que tu as faites sur ta propre chaîne et je suis aussi clairement fan de ce que fait ton frère. Quel talent! Belle route à toi et qui sait, un de ces jours. » Et me disant à quel point ils voulaient qu'on retravaille ensemble. Ce sont les derniers contacts que j'ai eus avec eux avant de les voir témoigner dans l'article de Mediapart. Quelques années plus tard, j'ai été enlevé du générique comme co-créateur de l'émission sans que quiconque ne me prévienne. Bon,
Apparemment, j'ai plus co-créé cette série. En France, le droit d'auteur est très protecteur pour les créateurs, et il existe un droit moral qui confère notamment la prérogative de paternité. Tout simplement, ça veut dire qu'on doit pouvoir savoir qui a créé quoi, notamment par un nom au générique. Embêtant. Voilà. Derrière ce embêtant, je sens qu'il y a des petites actions juridiques qui se préparent aussi. À 24h40, il parle de portraits toxiques. De nombreux problèmes. L'article entremêle insinuations et informations. Un nombre alarmant de citations font contresens, sont tronquées ou sont interprétées d'une façon très biaisée, qui sert à un storytelling général. Des témoignages comme celui d'Arte sont là pour créer un personnage malsain en tout, non seulement toxique avec les gens, mais également dans son travail. La démarche journalistique d'introduire ce témoignage et d'autres révèle ce qui a été, à mon avis, un projet de cet article. Créer un portrait qui soit convaincant par tous les moyens. Et parfois, ce sont les choses qui manquent qui sont perturbantes. Par exemple, le fait que la grande majorité des gens qui sont dans l'article se connaissent entre eux n'est pas vraiment mentionné. Je dois pourtant avoir des photos de groupe où la plupart de ces gens sont dessus. Ils sont pour la plupart collègues, amis ou même plus. Le milieu de YouTube est minuscule, et si je comprends... Ou même moins, parce qu'il y a aussi des anciens ennemis qui se sont rabibochés pour témoigner ensemble. Et je voulais consacrer la fin de la vidéo à expliquer tout ça. Pour le résumer très rapidement, j'ai été extrêmement volatile dans mon rapport aux gens. Dire que j'étais un fuckboy ou un connard avec les meufs décrit juste un aspect de la chose. Et surtout, j'ai été très fasciné Du coup, ça décrit un aspect de la chose, mais du coup, c'est vrai par ces gens, très attaché rapidement à de nombreuses personnes. De très nombreuses fois, j'ai déçu des gens qui m'étaient très chers, tout simplement parce que j'anticipais pas l'effet des messages que j'envoyais ou que je ne communiquais pas assez bien et que j'ai mal perçu les attentes qu'elles pouvaient développer. Il y a plein d'aspects à tout ça. Par exemple, je pense avoir mis du temps à intégrer le décalage entre la façon de me voir moi-même et ce qui est projeté à cause de mon métier, de la façon dont je le fais, et ainsi de suite. J'ai aussi été très inconstant dans mes échanges entre 2018 et 2019, notamment à cause d'un emploi du temps très erratique pour la production de documentaires à l'étranger. Pour les seuls 6 premiers mois de 2019, je suis allé en Australie, au Japon, en Centrafrique, au Svalbard, aux États-Unis, entrecoupé d'occasionnels passages en France. Et tout ça en 6 mois. En d'autres termes, j'étais tout le temps dans mon sac à dos, jamais disponible réellement, mais très présent par message. Et ça a créé des déceptions très importantes, ce que je regrette. J'ai effectivement eu à faire un travail aussi sur mon rapport à la séduction. J'aimais beaucoup trop rencontrer des nouvelles personnes, et je me mettais pas du tout de filtre en le faisant. Et du coup, c'est ça le truc, c'est qu'il revient jamais sur ça. Par exemple, moi, il y a un témoignage il revient pas dans la vidéo, c'est celui-ci, en fait. Moi, j'aimerais bien avoir plus de contextualisation sur celui-ci, entre autres, parce qu'il y a pas mal d'autres choses, mais celui-ci. Moi, Bonne Pomme, je décide de faire un gâteau pour essayer de passer une bonne soirée avec l'équipe avant qu'on se quitte. Et dans la cuisine, tout le monde sort fumer une clope. Il ne reste que lui qui est accoudé au bar. Moi, je suis dans la cuisine en train de finir ce gâteau. Et je me tourne à un moment, et puis d'un coup, il apparaît, il est vraiment, mais presque collé contre moi, il a son visage en face de moi. Il me regarde avec un regard noir, et il me dit « espèce de sac à foutre, espèce de gros sac à foutre ». Et je me souviens que mais les bras m'en tombent. Je me rends compte que mon cerveau est en train de fondre un peu. Mais je rattrape le truc. Je me dis, il faut absolument que tu dises quelque chose, il faut que tu sois active. Et je murmure, vraiment, je perds ma voix. Je dis, mais c'est pas possible, il faut que tu t'excuses. T'as pas le droit de me parler comme ça. Il sort de la pièce, il se remet au bar, sur son ordi, avec le casque, et il continue de travailler. Et voilà. Et donc je sors et j'alerte les gens. Moi, j'aurais bien aimé qu'il recontextualise ça, mine de rien. Est-ce que c'est un rapport à la séduction ? Enfin, comment ça marche ? L'essentiel de ma vie sentimentale a été pendant longtemps celle d'un mec qui a passé 10 ans avec une seule personne et j'avais pas développé de mécanisme que la plupart des gens ont. C'est-à-dire cette phrase, elle peut tout et rien dire. Faire attention, prendre du recul, ne pas émettre des messages à tout bout de champ. Ma vie professionnelle... Tu peux tout et rien dire avec cette message. Moi, ça fait 20 ans que je suis avec ma femme. Ça veut dire que si je parle à une autre nana, j'ai plus les réflexes, j'ai plus les... Quoi ? m'a en plus offert énormément de rencontres fascinantes et j'ai croisé plein de gens que j'admire encore aujourd'hui. Certains et certaines témoignent dans l'article d'ailleurs. J'avais vraiment sincèrement envie de les connaître, parfois intimement, et d'être un élément positif de leur vie. Sauf que entre 2017 et 2019, ma vie était un bordel monumental. J'avais pas de point fixe, toujours entre deux pays, j'essayais de vivre une relation romantique avec une fille que j'ai énormément aimée, mais qui se passait principalement à distance, et je rencontrais beaucoup de gens pour qui j'avais des crushs, sans avoir la capacité de communiquer honnêtement avec les autres, ni avec moi-même. Donc j'ai trompé, j'ai menti, avec l'idée débile que tant que personne ne le saurait, personne n'en souffrirait. Ah oui, donc en fait, il a... Bah tu trompes, hein. Si elle est au courant ou elle est pas au courant, c'est pas grave, c'est toi-même et ta propre conscience. Pour moi, c'est mort, déjà. Et si j'étais le seul à ressentir de la culpabilité, bah ça irait. J'ai été amoureux c'est cool, voilà. de plusieurs personnes en même temps, et personne d'autre que moi n'était au courant. Bref, je regrette.
S'il y a que lui qui est au courant qu'il trompe, ça va. Regarder dans plusieurs directions à la fois quand l'autre pensait qu'on allait quelque part ensemble. Et je continuais ma quête absurde d'intensité en repoussant le moment où il faudrait être droit dans ses bottes. De tout ça, j'en suis vraiment pas fier. Faire souffrir les gens qu'on aime le plus, c'est le pire. Et évidemment, j'ai beaucoup de mal à faire la paix avec ce passé. J'ai menti aux gens que j'aimais, par lâcheté et par égoïsme, et c'est vraiment une des pires idées qu'on peut avoir dans la vie. Il a refait un recadrage quand même, mine de rien, sur les excuses, on va dire, regrets publics qu'il fait. Il a quand même fait un recadrage pour augmenter un peu Les l'intensité. personnes que j'ai le plus aimées au monde, et avec qui j'ai vécu des choses absolument incroyables, sont légitimement déçues de ces mensonges. Perdre des gens qu'on aime par sa propre Ou alors il y a un insert qu'il a retourné après, puis qu'il l'a recalé ici, mais avec un petit... Enfin, faute, c'est bizarre. c'est horrible, parce qu'on peut pas vraiment haïr qui que ce soit d'autre que soi-même. Et à la fin, il reste plus grand-chose, sinon des remords et des souvenirs qui sont teintés par beaucoup de regrets. Donc voilà. Pour être honnête, je fais cette réponse en ayant de très gros doutes sur son À 30, il parle que le cancel n'existe pas. On peut pas canceller quelqu'un qui n'a pas envie d'être cancellé. des millions d'abonnés au total. Et j'ai vraiment pas envie de jouer à ce ping-pong médiatique et de devenir un dramatubeur. C'est pas vraiment quelque chose qui me fait kiffer. Mais j'avais quand même envie de publier cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est que j'estime que l'article vous a un peu pris pour des neuneux et je voulais vous montrer à quel point. Et l'autre chose, c'est que 2 ans de rumeurs m'ont volé une grosse partie de mon cercle professionnel. Cet article m'a volé ma vie et je me vois pas la reprendre sans au moins y répondre. Ce genre d'événement a des conséquences assez lourdes. Alors, je sais que quand quelqu'un qui est accusé évoque le cauchemar qu'il vit, c'est souvent vu comme une tentative d'auto-victimisation pour émouvoir l'audience et faire s'apitoyer les gens. Bref, un truc de manipulateur qui capture le sujet de la souffrance des vraies victimes qu'il a causées, et ainsi de suite. C'est pas mon intention du tout, j'ai surtout envie de vous parler de l'étendue des dégâts qu'une telle chose peut provoquer pour réfuter l'idée souvent admise sur certains réseaux que les annulations publiques n'annulent en réalité pas grand-chose et que les gens accusés s'en sortent généralement très bien. Bon, le premier truc En gros, il est incancellable. qui a sauté, c'est évidemment les sponsors. Comme l'avait très justement compris l'une des témoins de l'article, lorsqu'il voulait sortir un article sur Lisa, les partenariats institutionnels ou commerciaux sont très volatiles. Et en 2 jours, la majorité des partenaires, dont dépend l'économie de la chaîne, ont coupé les ponts. Avec la vague de soutien pour les témoins est venue une vague de harcèlement et de menaces envers moi. Les classiques porteurs de torches et de fourches sont venus me suggérer de me suicider, à un moment où j'avais effectivement pas mal d'idées noires, comme quoi on arrive à trouver un terrain d'entente, ou à m'assurer que s'ils me croisaient, ils me démontraient la gueule. Mes proches, surtout, ont été des victimes collatérales. Mon frère, des potes et d'anciens collaborateurs sont des personnalités publiques, et ils ont pris très cher, pour rien. On leur a commandé de se justifier de leur lien avec moi, et certains ont littéralement subi du cancel par association. Certains créateurs ou créatrices, qui ont des chaînes sur lesquelles j'ai fait des passages anodins il y a quelques années, se sont retrouvés à devoir expier leurs fautes devant des juges autoproclamés. Si je parle de tout ça, c'est pas pour que vous me plaigniez ou quoi, mais juste pour que vous voyez qu'on peut faire énormément de dégâts en ayant de bonnes intentions. Tout ça n'est pas très précis et ça fait mal à beaucoup de gens qui n'ont rien demandé. J'imagine que parmi les gens qui me défendaient sur les réseaux, parce que j'en ai vu, il doit y en avoir pas mal qui sont allés harceler les personnes qui témoignent dans l'article. Et ça aussi, c'est débile. Avoir été le prétexte de masculinistes qui voient le féminisme comme une menace, ça m'a bien pété les rouleaux, je dois dire. Bref. Je recherche l'apaisement et j'aimerais faire le deuil de ces quelques années chaotiques et j'ai la chance d'être bien entouré pour avancer de façon positive. Je ne vais pas finir cette vidéo sur est-ce qu'avoir eu plein d'histoires de coucherie, des relations amoureuses parallèles, avoir déçu du monde et ainsi de suite mérite d'être dans un article de presse. C'est pas à moi de vous donner mon analyse sur l'intérêt ou non de passer par la voie médiatique pour régler ce genre de truc. Je vous ai donné quelques éléments de contexte pour relire cet article si vous voulez. Et maintenant, j'imagine que vous êtes probablement capable d'exercer un esprit critique et de former votre propre opinion. Donc, à vous de voir. À la place, je veux plutôt finir cette vidéo sur la suite de cette chaîne. Premièrement, il y a eu une plainte. Une série de témoignages venant d'une personne avec qui j'ai travaillé plusieurs fois m'ont honnêtement, vraiment honnêtement, fait tomber des nues. Et du coup, c'est elle qui a porté plainte. Justement, c'est le témoignage qu'on avait vu juste tout à l'heure. C'est elle qui a porté plainte. Et quelques jours après la parution du premier article, cette personne a par la suite décidé de porter plainte pour harcèlement sexiste, qui est regroupé depuis les lois Chiappa de 2018 avec le harcèlement sexuel. Évidemment, je me suis mis rapidement à la disposition de la justice pour qu'elle puisse enquêter librement, et je leur donnerai toute la matière qu'ils estimeront nécessaire pour faire leur travail. Mes avocats ont aussi écrit au procureur de la République pour simplifier toute convocation et préciser que je souhaitais être entendu le plus rapidement possible, parce que je veux avoir la possibilité de répondre. En attendant que la procédure avance, je ne peux pas trop développer là-dessus, si ce n'est insister sur le fait que j'ai travaillé et discuté avec cette personne entre 2017 et début 2019, donc bien après le tournage qu'elle mentionne.
J'ai tenté au maximum de partager son travail, que j'estime excellent, et on a eu des rapports amicaux tout le long, soit avant, pendant et après les événements de son témoignage. De sac à foutre et tout ça. Donc, vous pouvez imaginer ma surprise à la lecture de l'article. Donc ça, c'est en suspens. De l'autre côté, la chaîne a perdu quelque chose comme 80 000 abonnés, mais j'ai quand même, de mon côté, très envie de continuer, si vous voulez toujours les regarder. Les vidéos sortiront pas très vite, parce que je suis un peu tout seul pour les monter en ce moment, mais le principal, c'est que si vous êtes chaud, on peut continuer. Merci de votre attention, cet épisode était le plus inintéressant et le plus important de la chaîne, et j'espère vous retrouver très bientôt. Salut. Qu'est-ce que vous en pensez? Je parlais de moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau des réactions, ça donne quoi? Ouais, quelqu'un qui m'a répondu? Aïe, la vidéo qui va sortir dans 1 heure, souvenez-vous, il y a quelques mois. Là. J'ai l'impression que je suis devenu une blague pour certains. Qu'est-ce qu'on a comme réaction? Si je peux te donner un conseil aux viewers de mon point de vue, cherchez pas à défendre un camp ou un autre dans l'histoire parce qu'on pourra jamais juger une situation comme celle-là objectivement, mais essayez simplement de vous inspirer des résultats de ce drama pour ne pas terminer avec des histoires comme ça dans votre vie. Courage à toi, j'espère que l'on pourra retrouver tes vidéos de qualité le plus possible. Courage à toi, je n'étais pas au courant de tout ça, mais perso, je trouve ton boulot de créateur génial, j'ai hâte que tu reprennes. Petit retour sur la partie anxiogène de l'article sur la sexomnie. Je suis sujet à ce genre de somnambulisme, surtout en période de trouble, et je n'ai appris l'existence, compris et accepté ce problème uniquement par ce passage, car je pensais être le seul et que c'était anormal, et que j'avais un problème. Alors, t'es pas le seul, mais ça veut pas dire que c'est normal. Oui, il y a un problème et c'est anormal. Ce n'est pas ce qui n'a pas été arrangé par cette idée de détraqué sexuel, même dans son sommeil, transmise par Mediapart. J'ai par la suite tenu à informer ma partenaire qui l'a compris et accepté, mais le caractère intrinsèquement étrange de cette condition n'a pas manqué de faire le tour de mon entourage qui, non content de me traiter de menteur, ne se gêne pas pour ajouter leur opinion sur le sujet. Jusqu'à me faire douter encore plus de moi. C'est du somnambulisme. La seule manière de contrôler, ça reste d'être bien avant de dormir, du moins dans mon cas, je ne me souviens pas, ou peu, et je pense que c'est le cas pour d'autres personnes. J'avoue ne jamais avoir lu l'article de Mediapart moi-même, des amis m'en ont parlé, la seule chose que je leur ai répondu à ce moment, c'est que tant que tu n'étais pas exprimé sur le sujet, ça n'avait aucune valeur à mes yeux, et a priori, j'ai bien fait. Bien qu'on veut que les vidéos, bien sûr qu'on veut que les vidéos continuent, force à toi. En résumé, les gens, arrêtons de réagir à chaud, merci de nous donner à une autre vue de l'histoire, courage, je suis content que tu aies pu t'exprimer sur ton point de vue, tu as énormément de courage de faire cette vidéo, je souhaite ça, bref, beaucoup de très très bons commentaires. Il y a quand même 1200 pouces rouges, il y a quand même 10% de pouces rouges, mine de rien. Et je vois pas d'avis négatif, donc il y a peut-être aussi un peu de community manager et de nettoyage dans les commentaires. Grave chaud pour que tu continues. J'ai pour ma part toujours envie de regarder vos vidéos. Salut Léo, très content de te revoir, je suis perplexe. J'ai pas spécialement pris parti, mais je déplore les dégâts décrits à la fin et ce qui me saoule dans le monde actuel, comme certains peuvent s'octroyer le droit d'être les justiciers de personnes. Merci vivement, c'est pas possible qu'il y a aucune critique, non, il y a forcément du nettoyage dans les commentaires, c'est impossible qu'il y a même pas une critique un peu modérée. Je suis ta chaîne depuis super longtemps, elle est vraiment top, peu importe la vérité, ton travail est plaisant, ta vie personnelle ne me regarde pas, il y a pas un commentaire négatif, c'est pas possible. Tu as tout mon soutien, une vidéo intéressante, bon retour, c'est fou, situation très compliquée à entendre, full support, tu es dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense qu'il y a forcément du nettoyage dans les commentaires. Ce que je peux comprendre aussi. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à phagoster l'algorithme YouTube, n'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, et à bientôt pour d'autres aventures.